Mesdames, Messieurs, bonsoir. Installez-vous. Prenez le temps de respirer, de sentir le poids de votre corps dans votre fauteuil, ce corps qui vous accompagne depuis tant d'années, ce corps qui est le livre de votre histoire. Nous vivons une époque étrange, n'est-ce pas? Une époque obsédée par la performance, par l'image, par l'éternelle jeunesse. On nous dit qu'il faut bien vieillir, qu'il faut rester actif, dynamique. Mais où s'arrête le conseil bienveillant et où commence la tyrannie? Où s'arrête l'amour filial et où commence l'exploitation la plus sordide, celle qui se déguise en bonnes intentions? L'histoire de ce soir, je l'ai intitulée « La grand-mère bodybuildée ». Rien que ce titre devrait vous faire frissonner. Il évoque une image contre nature, une juxtaposition grotesque entre la douceur de l'âge mûr et la violence de l'effort extrême. C'est l'histoire de Thérèse, une femme qui voulait simplement être une bonne grand-mère et qui s'est retrouvée prisonnière d'un camp d'entraînement domestique orchestré par celui qu'elle aimait plus que tout au monde, son propre fils. Préparez-vous car ce récit va vous faire mal aux muscles, mais surtout il va vous briser le cœur. Tout commence dans la lumière crue blanche et impitoyable d'un service des urgences en banlieue parisienne. Il est 2 heures du matin. L'ambiance est électrique, saturée par les sonneries des moniteurs cardiaques et le pas pressé des infirmières sur le linoléum. Sur un brancard, dans un box tiré par un rideau vert pâle, j'ai une femme de 72 ans, Thérèse. À première vue, Thérèse est une énigme pour l'équipe médicale qui s'affaire autour d'elle. À cet âge, on s'attend à voir des corps fragiles, des peaux diaphanes, des muscles fondus par le temps. Mais le corps de Thérèse raconte une autre histoire, une histoire de violence. Ses bras sont durs, trop durs, traversés par des veines saillantes qui ne devraient pas être là. Ses jambes sont tétanisées. Mais surtout, son corps est une carte géographique de la douleur déchirure musculaire, au quadriceps, tendinite, sévère à l'épaule, et un rythme cardiaque qui s'emballe, qui galope, un cœur épuisé, qui bat la chamade comme un oiseau affolé contre les barreaux de sa cage. Le médecin urgentiste, un homme jeune aux cernes marquées, se penche vers elle. Il pose sa main sur son front moite. « Madame, vous m'entendez? On va s'occuper de vous. Vous êtes en état d'épuisement total. Que vous est-il arrivé? Avez-vous fait une chute? » Thérèse ouvre les yeux. Dans son regard, il n'y a pas la peur de mourir. Non. Il y a une terreur bien plus spécifique, bien plus glaçante. Elle agrippe la blouse du médecin avec une force surprenante, ses doigts crispés comme des serres. Elle tourne la tête vers la porte, comme si elle s'attendait à voir surgir un monstre. Et d'une voix qui n'est plus qu'un souffle rauque, elle murmure ces mots incompréhensibles. « Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini le cardio. Surtout ne le dites pas à mon fils. Il va être déçu. » Comment une femme de 72 ans, qui devrait passer ses journées à lire au coin du feu ou à promener son chien, se retrouve-t-elle à craindre de ne pas avoir fini sa séance de cardio à 2 heures du matin? Pour comprendre cette descente aux enfers, il faut remonter le temps. Il faut revenir 3 mois en arrière dans un monde qui ressemblait encore au paradis. Thérèse vivait à Saint-Maur-des-Fossés dans une de ces jolies maisons en meulière, entourée d'un jardin où les rosiers avaient repris leurs aises. Thérèse était ce qu'on appelle une bonne vivante. Veuve depuis 5 ans, elle avait apprivoisé sa solitude avec douceur. Elle était ronde, oui. Elle avait ces rondeurs rassurantes des grands-mères d'autrefois, ses bras moelleux faits pour les câlins, ce giron accueillant où les petits-enfants aiment se blottir. Sa maison sentait bon la cire d'abeille, la lavande, et très souvent le 4/4 qui sort du four. Thérèse ne comptait pas les calories. Elle comptait les sourires. Elle aimait tremper une madeleine dans son thé l'après-midi en regardant un vieux film. Elle marchait un peu pour aller au marché, elle jardinait tranquillement. Son médecin lui disait « Thérèse surveillait un peu le sucre, mais sinon tout va bien. » Elle était heureuse, tout simplement. Elle acceptait son âge comme on accepte une vieille amie. Et puis, Julien est arrivé. Julien, son fils unique. 35 ans. Un pur produit de son époque.
Cadre supérieur dans une start-up de la tech, toujours entre 2 avions, 2 réunions, 2 appels Zoom. Julien, c'est l'homme du dépassement de soi, du challenge, de l'optimisation. Il porte des costumes taillés sur mesure, il mange des graines, il court des marathons, il calcule son sommeil avec une montre connectée. Pour lui, la vie est une entreprise à gérer et le corps est un capital à faire fructifier. La vieillesse à ses yeux n'est pas une étape naturelle, c'est une faillite de gestion. C'est un bug qu'il faut corriger. Un dimanche de printemps, la grosse voiture électrique de Julien s'est garée silencieusement dans l'allée de gravier. Il n'était pas seul. À l'arrière, ses 3 enfants, des terreurs de 4, 6 et 8 ans, hurlaient déjà. Julien sort de la voiture impeccable, le téléphone à l'oreille, fait un signe de main à sa mère, qui l'attend sur le perron, les bras ouverts. Le déjeuner se passe bruyant, agité. Et au moment du café, sans sucre pour Julien évidemment, il pose sa main manucurée sur celle de sa mère. Il la regarde avec une intensité qui ressemble à de l'amour, mais qui est en réalité du calcul. « Maman », dit-il de sa voix posée, cette voix qu'il utilise pour convaincre ses investisseurs. « Maman, je m'inquiète pour toi. Je te regarde et je vois que tu te laisses aller. » Thérèse sourit gênée, tirant sur son gilet pour cacher son ventre. « Oh, tu sais, mon chéri, à mon âge. » Julien l'interrompt, le ton tranchant. « Justement, c'est à ton âge que tout se joue. J'ai besoin de toi, maman. Sophie et moi, on a des carrières de fous. On a besoin que tu prennes les petits plus souvent. Les mercredis, les vacances. Mais regarde-toi. Tu es essoufflé quand tu montes l'escalier. Comment tu vas courir après Léo s'il traverse la route? Comment tu vas porter Chloé? » Il marque une pause. Il sait exactement où appuyer. Il appuie sur la culpabilité maternelle, ce bouton qui fonctionne toujours. Tu veux voir grandir tes petits-enfants, n'est-ce pas? Tu ne veux pas finir grabataire dans 2 ans et devenir un poids pour nous. Thérèse baisse la tête. Les larmes lui montent aux yeux. Elle se sent soudain lourde, inutile, coupable d'exister dans ce corps imparfait. Non, bien sûr que non, Julien. Je ferai ce qu'il faut. Parfait, conclut Julien en se levant. J'ai tout prévu. C'est mon cadeau. Je t'ai pris un coach, un professionnel. Il viendra tous les jours. Tu vas voir, on va te remettre sur pied. Tu vas devenir une super mamie. C'est pour les enfants, maman. Fais-le pour eux. Le lendemain, le cauchemar a sonné à la porte. Il ne s'appelait pas la mort, il s'appelait Rocco. Rocco était une montagne de muscles, un homme au crâne rasé, vêtu d'un débardeur fluo, qui laissait voir des bras comme des jambons. Il n'avait pas de sourire, pas de douceur. Il avait un programme. Il est entré chez Thérèse non pas comme un invité, mais comme un inspecteur sanitaire. La première chose qu'il a faite sous les ordres de Julien a été d'aller dans la cuisine. Thérèse, pétrifiée, l'a regardé ouvrir ses placards. Sa poubelle, sa poison. Ça, c'est du gras pur. Les paquets de gâteaux, le chocolat, le beurre salé, les confitures maison. Tout a fini dans un grand sac poubelle noire. Rocco a vidé le frigidaire, comme on vide une maison pestiférée. À la place, il a sorti de son sac de sport des boîtes de poudre, des sachets de protéines, des blancs de poulet sous vide et des brocolis. À partir de maintenant, Madame Dubois, c'est le régime guerrière. 1200 calories, protéines pures, pas de sucre, pas de gras. On construit du muscle. Thérèse a essayé de protester faiblement, mais « Monsieur, j'ai toujours mangé un peu de pain le matin. » Rocco l'a fixé avec ses yeux froids. « Votre fils m'a dit que vous vouliez vivre pour vos petits-enfants. Le pain, c'est la mort. Vous choisissez. » Puis l'entraînement a commencé. Dans le salon, le vieux tapis persan a été roulé poussé dans un coin. À la place, Rocco a installé un banc de musculation, des haltères, des élastiques. La maison douce et silencieuse est devenue une salle de torture. « Allez, on pousse plus fort, c'est mou tout ça, on ne lâche rien. » Les cris de Rocco résonnaient entre les murs habitués au murmure. Thérèse a souffert. Mon Dieu, qu'elle a souffert. Imaginez un corps de 72 ans non préparé soumis brutalement à des séances dignes d'un athlète de 20 ans. Les flexions, les pompes, le gainage. Ses articulations criaient grâce, ses genoux enflaient, son dos la brûlait.
À la fin de chaque séance, elle était effondrée sur le carrelage en nage, le cœur au bord de la rupture. Mais le pire n'était pas la douleur physique, c'était la douleur morale. Le soir, quand Rocco partait enfin, Julien appelait en FaceTime. Il apparaissait sur l'écran de la tablette, frais souriant. Alors, maman Rocco m'a envoyé le rapport. Tu as lâché à la fin des squats. C'est pas sérieux. C'est cela, mes amis, le véritable poison. Le chantage affectif, le gaslighting. Julien avait réussi à convaincre sa mère que sa souffrance était nécessaire, que sa douleur était la preuve de son amour. Il avait transformé son désir de repos en péché mortel. Il lui avait lavé le cerveau pour être une bonne grand-mère, il fallait souffrir. Il fallait transpirer. Il fallait devenir un roc, quitte à se briser de l'intérieur. Les semaines ont passé. Thérèse a changé. Oh, physiquement, elle a progressé, comme disait Julien. Elle a perdu 10 kilos. Ses joues se sont creusées, lui donnant un air émacié, malade. Ses bras ont pris du volume, mais d'une manière sèche, noueuse. Elle ne souriait plus. Elle ne tricotait plus. Elle avait trop mal aux mains à force de soulever des fontes. Elle ne cuisinait plus. Elle buvait des shakers verdâtres au goût de poussière. Elle vivait dans la terreur de la pesée du matin et de l'appel du soir. Elle était devenue l'ombre d'elle-même, une ombre bodybuildée et triste. Le drame s'est noué un dimanche de juillet. C'était l'anniversaire du petit dernier. Julien avait organisé une grande garden party dans le jardin de Thérèse. Il avait invité ses collègues, ses amis, des gens beaux et riches qui buvaient du champagne. Thérèse était là vêtue d'une tenue de sport moulante que Julien l'avait obligée à porter au lieu de sa robe à fleurs habituelle. Elle se sentait nue, ridicule, humiliée. Julien paradait au milieu des invités. Il racontait à qui voulait l'entendre sa réussite, ses projets et sa méthode pour gérer sa mère. « Regardez-la » a-t-il lancé soudain, attirant l'attention de tout le groupe. « Elle a 72 ans et elle est plus fille que vous tous. Maman, viens ici. » Thérèse s'est avancée les jambes tremblantes. Elle voulait juste s'asseoir. Elle était épuisée par la séance du matin que Rocco lui avait imposée malgré la chaleur caniculaire. « Allez, maman, montre-leur. Fais-nous une planche, un gainage. Je parie qu'elle tient 3 minutes. » Il y a eu des rires, quelques applaudissements polis. Les gens pensaient que c'était un jeu. Personne ne voyait la détresse dans les yeux de la vieille dame. « Julien !»« Non, s'il te plaît, il y a du monde, » a-t-elle chuchoté. Julien a durci le ton tout bas pour qu'elle seule entende. « Ne me fais pas honte, fais-le, pour les enfants. » Alors Thérèse, la mère dévouée, la grand-mère esclave, s'est mise à terre, sur l'herbe sèche. Elle s'est mise en position de planche sur les coudes. Son corps s'est tendu. 1 minute a passé. Ses bras ont commencé à trembler. De gros spasmes incontrôlables. La sueur coulait dans ses yeux. Julien, chronomètre en main, exultait. « Vous voyez ça? C'est ça le mindset, c'est ça la discipline. 2 minutes. » Thérèse ne sentait plus ses bras. Elle sentait une barre de fer dans sa poitrine. Le monde devenait flou. Elle entendait les rires au loin comme sous l'eau. Et soudain, le noir. Ses muscles ont lâché d'un coup. Elle s'est effondrée, son visage a heurté le sol avec un bruit mat terrible. Elle ne bougeait plus. Le silence est tombé sur le jardin. Un silence lourd, gêné. On attendait que Julien se précipite, mais Julien ne s'est pas précipité. Il a froncé les sourcils. Il a regardé sa montre et il a dit d'une voix agacée, presque méprisante, « Eh bien, bravo. » Elle a lâché. Elle manque vraiment de mental en ce moment. Désolé tout le monde, le spectacle est fini. Il n'a pas vu ou il n'a pas voulu voir que sa mère ne se relevait pas. Mais quelqu'un d'autre a vu. Claire, une cousine éloignée, une femme simple et sensée qui n'avait jamais aimé Julien. Claire s'est précipitée vers Thérèse. Elle l'a retournée doucement. Thérèse était inconsciente, le visage gris. Et en remontant la manche du haut de sport, Claire a vu. Elle a vu les traces bleues violacées sur les bras de sa tante, des marques de doigts, les marques de Rocco quand il la forçait à tenir les haltères, quand il la motivait physiquement. « Mais elle est en train de mourir, espèce d'idiot !» a hurlé Claire.
Appelez le SAMU tout de suite. C'est ainsi que Thérèse est arrivée aux urgences brisées par l'ambition de son fils. Mais heureusement, le destin place parfois des anges gardiens sur notre route. Le médecin urgentiste a écouté Claire. Il a vu les analyses. Il a vu les rhabdomyolyses, ces destructions de fibres musculaires qui empoisonnent les reins. Il a compris qu'il ne s'agissait pas de sport, mais de maltraitance. Il a fait venir le médecin traitant de Thérèse, le vieux docteur Maury, qui la connaissait depuis 30 ans. Quand le docteur Maury a vu sa patiente dans cet état, il est entré dans une colère noire, une colère sainte. Le lendemain matin, Julien est arrivé à l'hôpital frais et dispo un café à la main. Il s'apprêtait sans doute à faire la morale à sa mère sur son échec de la veille. Mais devant la porte de la chambre, il a trouvé un barrage. Le docteur Maury et Claire lui barrèrent la route. « Vous n'entrez pas, » a dit le médecin. « Pardon, c'est ma mère. Je paye sa chambre particulière, » a répondu Julien avec arrogance. « Vous ne payez plus rien. J'ai fait un signalement au procureur pour maltraitance sur personne vulnérable. J'ai les preuves médicales, j'ai les témoignages. Votre coach a déjà été interrogé par la police ce matin. Si vous approchez de cette femme, je fais en sorte que vous finissiez en garde à vue avant midi. » Julien a blêmi. Pour la première fois, son assurance s'est fissurée. La peur du scandale, la peur pour sa réputation a pris le dessus. Il a reculé. À l'intérieur de la chambre, Thérèse était réveillée. Elle avait tout entendu. Pour la première fois depuis 3 mois, elle ne tremblait plus. Elle se sentait faible, certes, mais légère. Claire lui tenait la main. « Thérèse, » a dit doucement Claire, « c'est fini. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin d'être forte. On t'aime comme tu es. » Et c'est là que le miracle s'est produit. La vieille dame douce, celle qui s'écrasait toujours, a trouvé en elle une force nouvelle. Non pas une force musculaire, non pas celle des haltères, mais la force de l'âme, celle de la dignité retrouvée. Elle a demandé à voir son fils une dernière fois, mais avec le médecin présent. Julien est entré tête basse, essayant de jouer la victime. « Maman, ils sont fous, je voulais juste ton bien. » Thérèse l'a regardé droit dans les yeux. Elle a vu un étranger. Elle a vu un petit garçon égoïste qui n'avait jamais grandi. « Julien, » a-t-elle dit d'une voix calme et ferme, « je ne suis pas un projet, je ne suis pas une start-up et je ne suis pas un robot, je suis ta mère. Et si tu ne peux pas m'aimer avec mes rides et mes kilos, alors tu ne mérites pas de m'aimer du tout. Sors d'ici et reprends ton coach. Je rentre chez moi et je vais manger des madeleines. » Thérèse est rentrée chez elle une semaine plus tard. La première chose qu'elle a faite a été de donner tout le matériel de musculation à une association caritative. Elle a racheté du beurre, de la farine, du sucre. L'odeur du gâteau a de nouveau envahi la maison. Julien, lui, se débat aujourd'hui avec une enquête sociale. Sa femme, ayant découvert l'ampleur de sa cruauté, a pris ses distances. Il doit payer des nounous hors de prix pour ses enfants, car Thérèse a posé ses conditions. Elle voit ses petits-enfants, oui, mais chez elle assise dans son fauteuil pour leur lire des histoires et leur donner des gâteaux. Elle est redevenue une grand-mère, juste une grand-mère. Mesdames, messieurs, cette histoire doit nous servir d'avertissement. L'amour ne doit jamais faire mal. L'amour ne doit jamais être sous condition. Méfiez-vous de ceux qui veulent vous changer pour votre bien. Votre corps, quel que soit son âge, quelle que soit sa forme, est votre temple. Nul n'a le droit d'y entrer avec un fouet, même s'il prétend le faire au nom de la santé. Vieillir est un privilège, pas une faute. Soyez fiers de vos rides, elles sont la preuve que vous avez ri. Soyez fiers de votre fatigue, elle est la preuve que vous avez vécu. Et si quelqu'un vous dit de faire la planche alors que vous voulez faire la sieste, montrez-lui la porte. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà subi cette pression de la part de vos enfants ou de la société? Cette injonction à rester jeune à tout prix, racontez-moi, c'est important d'en parler. Je vous souhaite une soirée paisible et reposante, sans cardio. Au revoir.